Alors, sans plus attendre, je vois arriver les vedettes ou certaines vedettes de ce panel. C'est Clara Dallaire, qui est co-directrice patiente partenaire de l'équipe SSA RUIS de l'Université de Montréal, qui va modérer en compagnie de Myriam Fournier-Toombs, coordonnatrice de l'Axe Partenariat de l'unité. Je les laisse prendre la parole et puis vous présenter le super panel qu'elles vous ont réservé. Mesdames, merci. Après vous. Mais bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de participer à ce panel cet après-midi avec mes collègues et patients partenaires. Donc, on pensait peut-être pour une entrée en la matière, on va commencer par vous présenter un outil qu'on a développé. Excusez-moi, je me sens un petit peu... Oui, c'est ça, je vais enlever mes chaussures. Je peux parler à distance. Très bien. C'est ça. Donc, on va peut-être commencer ce panel par vous présenter un outil qu'on a développé, en fait, qui s'appelle la feuille de route sur le partenariat avec les usagères, les usagers et leurs proches dans un système de santé apprenant. Et c'est un outil, je pense, qui sera une belle entrée en matière pour notre panel de cet après-midi. Alors, voilà. Donc, en fait, je m'appelle Myriam, je suis coordonnatrice de l'Axe Partenariat. Je suis aussi responsable du réseau du partenariat au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et je suis étudiante au doctorat à l'Université de Genève en santé globale. Je vais laisser Clara, ma collègue, se présenter également. Je suis encore Clara Dallaire. Oui, je suis co-responsable du partenariat patient en recherche au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. Je suis également co-directrice patiente de l'équipe SSA RUIS de l'Université de Montréal, patiente partenaire aussi du bureau du partenariat patient de l'Université de Montréal et au CEPPP. Et je dis toujours, accessoirement, je fais un doctorat en éthique clinique. Voilà. À nos temps perdus. Oui. Alors, peut-être pour commencer, pourquoi une feuille de route? Alors, la question s'est posée de savoir où se plaçait le partenariat dans un système de santé apprenant quand l'unité a fait son virage il y a quelques années vers justement le modèle du système de santé apprenant. À cette époque-là, donc on parle de 2020-2021, on pensait vraiment à identifier des rôles plus spécifiques pour les patients partenaires dans un cycle et de l'expliciter avec un outil pour permettre à tous de pouvoir mieux en fait engager les patients et les patientes dans leurs travaux. Alors, notre méthodologie, c'était de co-développer un outil avec 37 patients et patientes. On a aussi travaillé avec plusieurs professionnels, gestionnaires, chercheurs, dont l'équipe de l'unité, toutes sortes de personnes qui nous aidaient à réfléchir un peu ce modèle avec ce paradigme de partenariat en tête. On a fait à peu près 10 heures d'ateliers de co-construction pour vraiment aboutir sur un modèle ou une proposition qui pouvait être quand même représentative d'une certaine réalité partagée et plusieurs échanges et discussions. Alors, voici brièvement l'équipe. Je vous invite à la reconsulter par la suite. On va passer rapidement pour laisser place au panel. L'outil s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à faire du partenariat dans un système de santé apprenant. C'est sûr qu'après la matinée qu'on a eue, on va comme reconfirmer des choses que vous faites déjà, mais ça peut quand même être un outil sur lequel on peut s'appuyer pour justement explorer d'autres possibilités de partenariat dans nos travaux à tous et à toutes. L'outil en tant que tel, c'est un PDF qui fait quelques pages avec justement une possibilité de naviguer dans le SSA, de regarder les différentes phases, d'explorer les rôles, les conditions gagnantes, les défis et de voir justement toutes ces différentes dimensions-là, puis de jouer un petit peu avec ce document. Et puis, je vais laisser... je vais continuer une dernière. Donc, c'est ça. Donc, concrètement, en fait, si je peux commencer avec des messages clés. L'idée, en fait, que les patients et les proches ont mis de l'avant, c'est que l'objectif final d'un SSA, c'est vraiment de mieux soigner en mettant l'humain ou en remettant l'humain au cœur de la santé. C'est vraiment ne pas oublier qu'au bout du compte, c'est l'humain qui est au cœur du système de la santé. Alors, la notion d'interdépendance et d'apprentissage collectif était vraiment important à mettre en avant.
Et il y avait plusieurs messages aussi concernant le fait que les patients partenaires étaient vraiment partenaires de leurs soins et donc, de ce fait-là, des acteurs à part entière des équipes. Donc, ça partait vraiment d'une notion qui partait du soin et de cette expertise-là. Que justement, l'ancrage dans le SSA, c'était vraiment la question d'avoir une vision commune vers l'humanisation des soins, que les patients et les proches devaient être présents de manière transversale dans le SSA et de pouvoir être dans des conditions pour participer de manière très significative au travers de ce système. De plus, c'était important aussi qu'ils aient des rôles au niveau décisionnel, donc ne pas seulement être présent, mais pouvoir avoir un poids dans la prise de décision et finalement d'avoir l'occasion aussi de signaler des lacunes et des choses qui n'existent pas, mais aussi des bonnes pratiques pour pouvoir les ramener et les faire traverser le système. Donc, je laisse la suite à Clara. Maintenant, on va regarder un peu les rôles transversaux des patients dans ce système-là. Donc, il y a la phrase ici, apprenez de nous et avec nous. Moi, j'aime bien rajouter aussi que comme patient, moi, j'aime bien également apprendre des gens qui soignent sur le terrain, donc apprendre de leur réalité, de ce qu'ils ont à vivre pour moi mieux comprendre quand j'arrive dans le réseau ou dans le système ou dans... appelez-le comme vous voulez, quand j'arrive dans la bête, que je comprenne un peu des fois et que ça me permette de mieux naviguer le système et également de mieux comprendre les enjeux avec lesquels les soignants travaillent. Donc, je trouve que c'est souvent une responsabilité mutuelle, finalement, de se donner ces informations-là. Les usagers, les usagères, donc, ils vont apporter, en fait, une vision probablement plus globale de la santé, parce que c'est sûr que les épisodes de soins qui sont vécus dans les établissements, c'est une partie de notre trajectoire, mais ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous, finalement. Donc, je pense que cette vision-là globale de la santé, on peut aller la chercher directement chez les usagers et les usagères. J'aime vraiment pas ce mot-là, fait que moi, je vais utiliser patient. Donc, ensuite, ça participe aussi, les patients, les usagers peuvent participer aussi à donner du sens, en fait, donc en incarnant aussi nos réalités. Donc, quand on travaille avec les équipes de soins, je pense que quand les gens discutent avec des patients, bien, ça permet aussi de donner un sens à ce qui est fait. Pour nous, avec nous. Donc, ça, je trouve ça très important aussi. Puis de définir la valeur en santé. On assure aussi que les besoins des usagers soient reflétés, donc dans la priorisation des soins en rapport avec les besoins que nous avons, mais en fonction aussi, bien sûr, de ce qui peut être offert, donc dans les soins, mais aussi dans l'organisation des soins et également aussi au niveau de la recherche. Ensuite, on peut aussi être, on doit également, je crois, être des acteurs de changement, donc participer également à ces changements-là pour réussir à un peu se les approprier et de les partager également avec les gens sur le terrain. Et ensuite de ça, on peut aussi identifier des solutions simples. Souvent, hein, on en revient des fois à ça. Hein, on est dans des systèmes qui sont parfois difficiles à comprendre, qui sont beaucoup soumis à des normes, etc. Mais des fois, il y a des petites solutions très simples qui peuvent faire vraiment des très, très gros impacts, qui peuvent avoir des gros impacts et qui finalement peuvent bénéficier non seulement aux patients, mais également aux acteurs du terrain. Donc, ensuite de ça, il y a aussi qu'on peut être des vecteurs d'apprentissage, donc pour les acteurs du réseau du système, donc vecteurs d'apprentissage, en fait, avec les savoirs expérientiels. Donc, qu'est-ce que c'est de vivre avec la maladie? Et ce qu'on apprend chez nous, moi, je dis toujours en dehors du système dans lequel, fort heureusement, je ne vis pas trop souvent. Donc, ce que je vis à la maison, bien, en même temps, des fois, c'est qu'il y a des compétences que je vais développer avec des idées et comment je vais organiser ma santé, comment je vais organiser aussi en fonction des épisodes de soins. Bien, quand on ramène ça sur le terrain, parfois, ça peut aussi amener vers des réflexions communes et des changements qui peuvent se faire à plusieurs niveaux. Donc, les conditions gagnantes, je pense que ça revient beaucoup à ce qui a été nommé ce matin.
donc de la promotion des différents rôles qui sont possibles, de soutenir le développement de la littératie en santé. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important parce que, puis on le voit de plus en plus, on a de plus en plus une image aussi, puis une idée de la science ouverte de façon générale. Bien, je pense qu'en santé, c'est important aussi de s'ouvrir à ça et je pense qu'il y a beaucoup de patients partenaires qui peuvent permettre de ramener à une littératie qui est plus démocratique, si on veut, donc qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Ensuite, d'adopter une vision, un langage et des outils qui sont communs, de reconnaître la valeur et la complémentarité des savoirs, donc des savoirs des usagers, puis en même temps, je ramène toujours, moi j'aime beaucoup voir les deux côtés, bien, ce qu'on est capable aussi de ramener et de se comprendre dans nos savoirs mutuels, autant ceux des professionnels de la santé que ceux des patients. Quand on met ça en commun, moi, je pense que ça fait des savoirs aussi qui sont souvent beaucoup plus riches et qu'on peut amener beaucoup plus loin aussi dans nos réflexions. Ensuite, de former les acteurs au partenariat et à la collaboration aussi intersectorielle. Je pense que on doit tous, je crois, comme patients, mais également comme professionnels de la santé, avoir une responsabilité partagée par rapport à ça. Moi, comme patiente, je suis quand même quelqu'un qui, oui, peut encourager le partenariat, mais comme professionnel de la santé, il y a aussi cette responsabilité-là pour les professionnels d'encourager le partenariat, donc de le développer aussi avec des patients qui peut-être pensent qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement soit habilités ou légitimés à le faire. Donc, je pense qu'on a des responsabilités par rapport à ça. Et nous, comme patients partenaires, je pense que c'est aussi une de nos responsabilités de faire émerger ça chez des gens qui ont peut-être moins la possibilité de le faire. Ensuite, ça favorise aussi, bien entendu, une communication qui est transparente et continue. Donc, ça, c'est clair que je pense que c'est une des conditions gagnantes. Je l'aurais même mis au début et parce qu'elle permet aussi justement de pouvoir décliner les autres conditions gagnantes. Donc, ça, c'est très important. Puis, c'est important de le voir dans un partage d'informations, qu'on met en commun les informations pour aller plus loin. Il y a bien entendu des défis à relever. Un principal, donc, qui est dans la perspective d'équité en santé, l'inclusion des perspectives, des identités et des expériences qui sont diversifiées. Donc, pour l'amélioration du système de la santé et des services, c'est un défi majeur qui est à relever. Puis, je pense qu'on peut le réfléchir aussi beaucoup avec des populations qui sont peut-être moins en mesure de pouvoir participer à ça. Donc, j'aimerais ça qu'on garde quand même en tête d'être capable d'aller chercher ces populations-là pour apprendre de leur savoir à eux, leur savoir expérientiel, qui sont peut-être différents des nôtres en général, mais qui peuvent, je pense, apporter beaucoup à la réflexion. Donc, notre feuille de route, on va passer quand même rapidement parce que j'aimerais vraiment qu'on passe plus de temps avec les expériences pour qu'on ait des partages d'expériences parce que je trouve que depuis ce matin, c'est ultra rapide. J'ai de la misère. Moi, je suis beaucoup dans la réflexion et dans la pratique réflexive. Puis là, j'ai de la misère à m'approprier des choses, fait que je vais faire ça vite. Donc, on a en fait 3 phases. Dans la feuille de route. Donc, il y a la phase qui est la gestion des données. Donc, gérer les données. Moi, j'aime bien le message où il faut que les bonnes données soient récoltées au bon moment et de la bonne manière pour être capable après d'utiliser adéquatement et à bon escient ces données-là. Donc, ça, c'est important. Puis, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de données qui peuvent émerger des patients. Il faut juste essayer d'être quand même conséquent aussi. Pourquoi on récolte des données, puis qu'est-ce qu'on veut faire dire à ces données-là? Parce que c'est beau d'avoir des données, mais à un moment, il faut aussi réfléchir de bien les utiliser, parce que sinon, c'est juste un ramassis de chiffres, un ramassis d'informations, puis il n'y a rien qui se fait. C'est un peu démotivant. Donc, je pense que ça, c'est important comme message clé. Une très belle image, je trouve, qui est un peu l'opposition, puis même encore, je ne vais pas trop le mettre en opposition quand même, mais qui démontre bien que ce que le patient va amener, qui est beaucoup l'expérience, c'est un peu justement ce qui est ressenti, ce qui est vécu au niveau émotionnel, au niveau des rencontres qu'on fait. C'est un peu l'image d'un voyage. Hein? Donc, quand on ramène des photos, des souvenirs de voyage, c'est un petit peu ça aussi, les données qui viennent d'une trajectoire de soins versus
quand on regarde les datas pures et dures, si on n'a pas l'image de où ça vient avec la photo de voyage, bien, ça peut quand même être froid et pas dire grand-chose. Donc, juste de tenir compte un peu de ça. Juste amener une petite précision, c'était un de nos patients partenaires, Sylvain Bédard, qui nous avait dit, ben, tu sais, moi, quand je retrouve des données sur un épisode de soins qui sont très limités. C'est comme si on me demande comment s'est passé ton voyage au Pérou, puis qu'on me donne une facture de carte de crédit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lama, une photo d'un lama dans cette présentation. C'est pour vraiment montrer que toutes les textures, les sensations, tout l'aspect vécu expérientiel de ce qu'on traverse en tant que patient versus justement ce qui reste de cette expérience-là dans les données, ça peut faire un énorme contraste et puis là, on peut potentiellement perdre énormément de choses. Donc, on perd, je pense, la vision aussi, vraiment le visuel de ce que c'est. Puis je pense que l'implication des patients ramène à cette vision-là du voyage, que quand je regarde ça, je trouve beaucoup plus beau la photo de voyage que la facture de crédit, la carte de crédit. Donc, ensuite de ça, on a la phase des données aux connaissances, donc la valorisation des données. Et dans le message clé, c'est qu'il faut se poser la question, on construit quelles connaissances à partir de quelles données? Donc, ça aussi, ça nous ramène un peu à ce que je disais justement précédemment. Je récolte des données, mais maintenant, comment on fait pour valoriser ces données-là? Et je pense, rôle important des patients partenaires là-dedans, ça peut être justement dans cette espèce d'analyse de données-là pour donner vraiment la couleur de ce qui est récolté comme information et de pouvoir valoriser ça par le partage justement des expériences et des connaissances. Donc, faire du sens, faire sens en fait des données et les contextualiser justement à partir de cette espèce de visualisation-là du chemin à travers lequel c'est vécu. Moi, je dis souvent dans ma trajectoire de vie avec la maladie, elle s'inscrit toujours dans une trajectoire de vie à plus grande échelle. Donc, c'est oui une image, mais c'est comme une espèce de voyage en parallèle au travers de cette grande vie-là, de cette grande trajectoire-là. Donc, ça montre vraiment quand même aussi la complexité. Puis je pense que les patients peuvent amener cette vision-là et contextualiser en fait les données. La troisième, maintenant, c'est de générer en fait des changements, donc la phase des connaissances à la pratique. Donc, les patients apportent une vision holistique. Quand on met usager, on inclut aussi beaucoup de proches. Là, je sais que ça, on le répète jamais assez, là, mais les proches aidants. Puis moi, j'ajouterais, puisque sensibiliser aussi beaucoup aux trajectoires en pédiatrie, les parents. Parce que pour moi, dans ma tête, être un parent d'un enfant malade, on n'est pas un proche d'un malade. Je le vis aussi. Et je fais vraiment une distinction importante là-dessus. Je suis en train de plancher. À un moment donné, on reviendra. Donc, voilà, et ça apporte en fait une vision qui est holistique, donc de la santé, qui va être basée sur la prévention puis la gestion de la maladie et des solutions simples à impact élevé. Je pense que les patients, on a le don, je crois, de souvent réfléchir avec juste le gros bon sens. Comment ça pourrait être plus facile rapidement sans se creuser la tête sur plein de choses? Je comprends très bien qu'on a besoin aussi de complexité pour résoudre certains problèmes, mais des fois, il y a des problèmes qui peuvent se résoudre beaucoup plus facilement que par des grandes idées qu'on planche longtemps là-dessus. Puis là, on a vraiment l'image quand on réfléchit à l'intelligence artificielle, bien, des fois, peut-être qu'un coup de téléphone, ça peut régler le problème rapidement, plus que toutes sortes d'applications, etc. Mais bon, ça existe, il faut qu'on vive avec et qu'on trouve les meilleures façons d'utiliser tout ça. C'est peut-être une image un petit peu schématisée, mais ça émergeait justement des conversations, notamment avec une patiente partenaire pendant les ateliers qui avait évoqué le fait qu'elle, en fait, elle avait vécu beaucoup de détresse pendant son épisode de santé mentale et que justement, il y avait énormément de choses qui avaient été mises en place pour essayer de juguler les enjeux, etc. Mais finalement, elle aurait souhaité peut-être juste avoir un coup de fil pour savoir où est-ce qu'elle était rendue dans l'attente de service. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu essayé de schématiser pour démontrer qu'effectivement, comme Clara disait, parfois, problèmes complexes, solutions complexes, mais les patients aussi peuvent nous ramener à des choses parfois plus simples.
pas forcément comme la solution ultime, mais aussi pour mitiger certains enjeux qu'on va rencontrer en cours de route. Donc, juste de ne pas l'oublier. Ouais. Éventuellement. Je te laisse. Peut-être pour finir, puis ça, c'est aussi issu d'un commentaire qui a été mentionné par Guy, qui est ici aussi, qui est aussi patient partenaire, qui a dit pendant ses ateliers aussi qu'on est un peu les champions des projets pilotes et on a des choses dans le système de la santé au Québec qui fonctionnent très bien. Puis, il faut éviter justement d'innover en déconstruisant ce qui a déjà fonctionné par avant. Donc, de ne pas, en fait, construire vers l'avant, puis de laisser un peu à l'oubli, à l'abandon, les projets qui ont fonctionné, les innovations qui ont fait leurs preuves et sur lesquelles dépendent aussi parfois les patients quand ça aboutit sur des services, des choses encore une fois, parfois qui sont simples et qui sont peut-être moins hot sur le coup parce que ça fonctionne. Donc, juste essayer de consolider et d'avancer en même temps. C'est un peu ça. Merci. Ah ben oui, on va laisser. Donc, maintenant, on va... Oui, j'inviterai en fait nos patients qui sont Samira Amil, Joël Bernard Amel, Marie-Dominique Poirier et Shane Knight à venir nous rejoindre en avant. En fait, on va y aller quand même. C'est Samira qui commence, mais en fait, on avait pensé de les faire témoigner à tour de rôle de projets dans lesquels ils ont été impliqués. Puis je pense que ça va être intéressant pour illustrer vraiment qu'est-ce qui peut se faire, donc des projets dans lesquels ils ont été des parties prenantes. Et puis après ça, on pourra discuter ensemble aussi, poser des questions. Fait qu'on a laissé ça quand même très libre et qu'ils choisissent ce qui illustrait le mieux. Alors, on va commencer par Samira. On avait juste statué de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On n'est pas responsable. Il manque peut-être accessoirement une chaise. Non, moi, je suis correcte. Je vais être bien debout. Oui, sinon, le poste prandial est mieux debout. Oui, comme ça. Wow. Ça prenait un médecin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Mon nom est Samira Amil, je suis patiente partenaire aussi. Je suis co-responsable d'une antenne sur le partenariat avec les patients et le public au niveau du réseau universitaire intégré en santé et services sociaux de l'Université Laval. Je suis aussi professionnelle de recherche à Vitam, Centre de recherche en santé durable. Je suis aussi formatrice pour le bureau de partenariat pour l'Université de Montréal et je commence cette session un doctorat en nutrition. Là, je rejoins Clara. Puis pour ma formation de base, je suis médecin de formation diplômée du Maroc et je suis nutritionniste diplômée de l'Université Laval. Donc, est-ce que j'enchaîne ou je... Enchaîne avec ton projet. Ah, OK. Oui. Je n'ai pas de projet, je travaille. Non, bien, mes implications, en fait. Oui, tes implications, en fait, puis ouais. comment ça sert finalement au système de santé apprenant. En fait, avec mon chapeau de co-responsable patiente partenaire de l'antenne partenariat, en fait, notre mandat, c'est vraiment de former les équipes de recherche au niveau du RUIS de l'Université Laval en matière de partenariat. En plus d'offrir des services d'accompagnement, de soutien, de mentorat, de coaching pour toutes les équipes. On forme aussi les patients partenaires qui sont au niveau de notre RUIS de l'Université Laval, toujours en matière de fondement de base du partenariat patient. Donc, pour cet effet-là, pour répondre aux besoins du RUIS, puis aussi pour augmenter la capacité en fait des patients partenaires de notre RUIS, on a mis sur place une communauté de patients et de citoyens du RUIS de l'Université Laval. Donc, c'est disons un bassin, une communauté de patients qui ont vraiment des profils différents, donc avec des expériences uniques, mais qu'on fait mobiliser en fonction de la demande des équipes de recherche, on continue aussi à les former pour développer des compétences en matière de partenariat. Donc, c'est vraiment ça. Des fois, on rend même service à des demandes qui sont en dehors de notre RUIS. Donc, les demandes qui viennent de l'unité de soutien aussi, on peut les traiter. Puis, c'est ça au niveau personnel. En fait, moi, je suis impliquée un petit peu partout au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. Donc,
Tu m'entends? OK. Désolée, je ne suis pas habituée à parler dans les micros. Donc, en fait, dernièrement, en fait, j'ai collaboré avec l'Université Laval pour le développement d'un site web de formation pour les patients qu'on appelle les patients simulés, qui participent aux examens cliniques des futurs médecins. Donc, puis aussi, par l'intermédiaire de cette plateforme-là, il y aura aussi un onglet pour la formation des citoyens qui peuvent être impliqués au niveau de la faculté de médecine à différents niveaux. Puis aussi au niveau pour le bureau du partenariat de l'Université de Montréal, en fait, je participe à la co-animation des cours de collaboration interprofessionnelle comme plein de patients partenaires collègues qui sont ici dans la salle, donc dont je suis fière aussi parce que je transmets un petit peu mon expérience, mon expertise, savoir expérientiel à travers ça. Puis aussi, je porte aussi des fois mon chapeau de nutritionniste pour intervenir aussi, faire quelques commentaires aussi sur certaines pratiques. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant en matière d'expérience, c'est unique. Puis, donc, c'est pas mal ça, vraiment, je pense. Je suis aussi formatrice au niveau pour le CEPP, Centre d'excellence pour le partenariat avec les patients et le public. Donc, vraiment, les formations, ça touche aussi bien la population québécoise, les gens qui sont plus intéressés, les décideurs gestionnaires, médecins, cliniciens, même des gens qui sont dans l'administration aussi, qui sont intéressés à travailler en partenariat avec des citoyens et des patients. Donc, c'est vraiment varié notre public cible de formation du CEPP. Puis aussi, on a une portée internationale parce qu'on a des participants qui se connectent, ne viennent pas. C'est virtuel, en fait, les formations sont virtuelles, donc qui viennent de la Belgique, de la France, donc surtout l'Europe, même de l'Afrique du Nord, de mon pays d'origine, le Maroc. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait ce virage-là vers l'intégration, en fait, de patients dans le changement des trajectoires de soins, dans la prise de décision, dans le changement des politiques en matière de santé. Donc, c'est vraiment, en fait, je pense que toutes mes activités, ça tourne autour de la formation, de la montée en capacité. Donc, j'agis, disons, comme au niveau transversal sur tout ce que vous avez présenté, les filles. Donc, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est en matière de renforcement des capacités, de montée en capacité de tout le monde. Vraiment, on touche les citoyens, les patients, les décideurs, les politiciens. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est une activité. Ce sont des actions, en fait, qui ont une longue portée, je pense. Si on continue comme ça, je pense qu'on va arriver à faire place au partenariat partout, pas juste au niveau de la province, mais au niveau national, puis international. Donc, c'est pas mal ça. Merci de m'écouter. Merci, Samira. Samira parle toujours très vite parce qu'elle a tellement d'activités qu'il faut... je tiens à reconnaître quand même qu'elle est très, très, très active et fait un travail extraordinaire. Donc, merci beaucoup, Samira. Peut-être ce qui est intéressant à noter par rapport à la présentation, à la feuille de route, en fait, c'est que la montée en capacité en matière de partenariat, c'est-à-dire la formation de tous les acteurs sur le partenariat, c'est vraiment un facteur, une condition de succès transversale au SSA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, puis je pense qu'on peut compter plus de 1000 patients partenaires et proches à travers le Québec qui sont impliqués un peu partout dans le système de la santé. Mais la formation, que ce soit parce que tu avais mentionné en éducation médicale, dans les milieux de recherche et tout ça, c'est vraiment essentiel. Donc, formation initiale, donc introduction au partenariat, mais aussi de continuer à explorer les manières dont on peut approfondir sa compréhension du partenariat. C'est vraiment essentiel justement au déploiement de tout ça dans un SSA. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que souvent, ces formations, on a le retour qu'on forme les patients partenaires au partenariat, et ce n'est pas vraiment le cas en fait. Finalement, les formations sont données à peu près à tous les acteurs, donc l'équipe au complet, souvent en même temps, de manière simultanée, pour que en fait, les bases communes de la collaboration soient acquises ensemble par tous les acteurs, donc professionnels, décisionnaires, etc. Donc ça, c'est vraiment une condition majeure. Je donne à Joël. Donc, on va laisser Joël justement nous démontrer en fait une de ses implications, je crois, hein, Joël?
Oui, ben pour moi, c'est vraiment tout récent, dans le fond, que j'agis à titre de patiente partenaire dans le projet avec Ariane Girard qui s'intéresse aux troubles mentaux courants, faut que je me rapproche du micro, aux personnes qui reçoivent des services de première ligne. Merci, Samira. Non, c'est parfait. OK, je le rapproche encore. Ouais, peut-être. Ouais, c'est parce que là, c'est la température extérieure qui me parle plus d'un cornet de crème glacée que d'un micro. Mais c'est ça, dans le fond. Et ce qui arrive, c'est que finalement, Ariane, en tant que jeune leader SSA, que chercheur junior, tout ça, c'était une nouveauté pour l'équipe au complet de s'intéresser au partenariat patient. Mais dès le départ, moi, ce que je reconnais de la part de l'équipe au complet, c'est tout ce qu'on entend depuis ce matin, l'aspect communication, transparence, véritable partenariat. Moi, je l'ai vraiment senti dès le départ parce que c'est une confiance mutuelle absolue dans toutes nos interactions, dans le fait qu'il y ait des choses qui me soient réellement déléguées, pas seulement pour la forme, mais aussi de dire, ben finalement, oui, toute l'équipe s'intéresse au fondement du partenariat, mais tu es la représentante, tu es l'élément vivant du partenariat. Fait que, il faut se former là-dessus, savoir comment ça se déploie à l'intérieur d'un projet de recherche. Puis finalement, même si ça part de notre expérience vécue, c'est très subjectif, l'expérience qu'on fait des soins de notre santé, tout ça, mais il y a moyen de se former de manière rigoureuse, entre autres avec le CEPP, là, mais je veux dire, c'est vraiment important, je pense, dès le départ, d'avoir des bases claires sur comment ça s'articule le partenariat patient, comment on intègre d'autres patients partenaires dans le projet aussi. Nous, on initie la programmation de recherche en ce moment, donc on n'a pas encore actuellement à gérer des données ou à les déployer tout de suite pour le moment, mais c'est juste de mettre au clair qu'est-ce que ça allait impliquer pour chacune des parties de l'équipe, puis vraiment de clarifier le rôle du patient partenaire, ça faisait partie du départ, mais essentiel, incontournable. Fait que moi, c'est à titre de novice que j'interviens aujourd'hui dans le panel. Je trouve intéressant aussi, Joëlle, avec la présentation que vous avez faite ce matin, quand Joëlle a présenté c'était ta ligne de vie, hein, ta ligne de trajectoire. Bien, je trouvais ça intéressant parce que ça revenait beaucoup à l'idée de donner du sens. Hein? Puis le projet n'est pas un projet sur ton expérience, mais c'est là qu'on voit que l'expérience que toi, tu as vécue, quand on la ressort un peu, qu'on la recadre, bien, ça peut s'appliquer à beaucoup et on peut réfléchir à partir d'une expérience individuelle, mais avec une vision beaucoup plus globale. Puis en même temps, moi, c'est souvent ce que j'aime dire aussi comme patient, c'est que ça incarne au moins quelqu'un en chair qui est là et qui, elle, vit justement cette situation-là. Donc, ça donne beaucoup plus de sens, je pense, quand un patient en fait partie de cette façon-là. Puis, j'aime beaucoup aussi conditions gagnantes que tu as soulignées avec la transparence, avec la communication, qui est super important. Puis, je pense qu'il ne faut pas non plus, quand on travaille comme équipe, soit en amélioration de la qualité avec des patients ou soit en recherche ou à n'importe quel niveau, je pense que comme équipe, il ne faut pas non plus se censurer que des fois, quand il y a quelque chose qui va moins bien ou qui accroche un peu, de le nommer, pareil comme on le nomme avec d'autres collaborateurs ou avec d'autres gens avec qui nos collègues de travail. Je pense qu'il faut aussi le nommer, être transparent face à ça et trouver ensemble des moyens des fois de surmonter, que ce soit des problèmes avec les patients ou même en tant que patient, de nommer aussi des choses des fois qui nous dérangent pour évoluer ensemble. Mais oui, me permets-tu de rebondir? C'est vous qui êtes plus les gardiens du temps, mais je pensais à ça ce matin puis je me disais c'est tout un art à maîtriser parce qu'au final, tu sais, généralement, avec les collègues de qui on est très, très proche, oui, on peut partager des pans de notre vie personnelle, mais par définition, le partenariat patient, c'est ce que ça implique, hein, parce que je suis la seule de l'équipe qui dévoile mon dossier médical dans la mesure où on n'a pas besoin de parler de diagnostic là, quand on est comme patient partenaire, mais la position dans laquelle ça nous place, c'est une position très délicate, mais il y a moyen de maintenir des relations professionnelles, respectueuse, jamais où on se place, puis ça pourrait être le piège pour nous. Là, je regarde Ariane qui est infirmière, d'être dans la relation de soins, puis c'est pas du tout ce que je sens non plus de la part de l'équipe. Fait que ça aussi, c'est un art, je trouve que même si on ne le maîtrise pas encore, je trouve qu'à date, on jongle bien avec ces positions-là qui peuvent être délicates parce que c'est basé sur mon expérience, sinon je ne serais pas dans l'équipe, mais il ne faut pas que ça devienne une relation de soins non plus, puis que il y a moyen de professionnaliser la relation là, tout en bénéficiant de la subjectivité du patient partenaire. Là.
Oui, tout à fait. On va laisser la parole à Marie-Dominique. Bien, bonjour tout le monde, je suis Marie-Dominique Poirier, je suis saguenayenne, je suis enseignante en musique et accessoirement patiente partenaire depuis une grande partie de ma vie, depuis un peu plus de 20 ans. Et ce que je veux vous parler, c'est d'un projet de recherche où on a 3 cohortes de patients. C'est le projet F2PL. Pour ceux qui ne sont pas bons dans les acronymes, ça veut dire formation de formateurs en première ligne. C'est un projet qui a été initié à la demande du ministère pour les nouveaux guides de pratique en 2019 et il y avait aussi une partie sur l'engagement patient. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce qui s'est passé en mars 2020 ou que vous l'ayez oublié, il y a eu une pandémie. Bien, nous, on venait de terminer la phase 1 de notre projet. Dans ce projet-là, on a des équipes de formateurs qui se déplacent dans des GMF. À l'époque, on se déplaçait, je vous le dis, c'est à l'époque. Et là, on avait 2 formateurs patients, un formateur travailleur social et un formateur infirmière qui se déplaçaient et c'était à la base du projet de recherche. Puis on avait une cohorte de patients qui nous soutenaient pour avoir monté comment faire cette formation-là. Moi, je suis impliquée depuis le début dans le projet. On a 2 phases prévues. Ce sont des phases en présentiel. Première phase se termine, on commence à collecter nos données. Bang, surprise. Fait que là, on se dit, on ne restera pas sur pause pendant quelques mois parce qu'on pensait que ce serait court, la pandémie. Fait qu'on a décidé de sonder, riez pas, c'est encore un peu long, mon histoire. Fait qu'on a décidé d'aller sonder nos patients qui nous avaient aidés à monter notre formation sur comment ça se passait pendant la COVID. Fait que ces gens-là nous ont gentiment partagé leur vie. Donc, ça a permis de développer un petit outil sur comment les gens avaient fait des trajectoires de vie pendant la COVID, comment c'était adapté. Puis ça ressortait aussi beaucoup qu'il y avait une demande sur la télésanté. Fait que toujours en profitant de nos gentils patients, on a fait des entrevues téléphoniques dans 3 milieux au Québec et on a développé un outil qui était et pour les patients et pour les cliniciens sur comment rendre la télésanté accessible pour tous puis que ça soit gagnant pour les patients et les cliniciens. Phase 2 arrive dans notre projet. Il faut qu'on continue. Là, on est financé, mais pas éternellement. Fait que là, on décide, on va se transformer en entièrement virtuel. Donc, on a été obligé de reformer des nouveaux patients parce que nos patients formateurs de la première phase, ils étaient disparus parce que la COVID a fait qu'il y a eu des changements. Fait que moi, mon rôle de patiente formatrice, ça a été d'accompagner ces nouveaux patients-là puis de développer le rôle du patient formateur parce que le patient qui était en enseignement, c'est déjà connu. Ça fait des années, mais le formateur en milieu clinique, c'est quelque chose qui était nouveau. Ce qui est différent de notre projet, si je parle du projet de Joël, entre autres, c'est que nous, les patients, les gens ne savent pas c'est quoi notre récit de vie. On ne fait pas de récit de vie. On est les porteurs de la vie de plein de patients qui nous ont aidés à monter ce projet-là. Mais on est vraiment sortis du patient qui parle de sa vie. On est des experts du savoir expérientiel. On travaille avec les équipes de soins à favoriser l'engagement patient. Puis ça permet aussi à une étudiante à la maîtrise de faire sa maîtrise sur qu'est-ce que ça donne l'engagement patient dans les milieux cliniques. Puis c'est ça que je trouve qui est porteur pour plus tard parce qu'on est encore en train d'apprendre, c'est un SSA qu'on parle. Fait que ce que ça nous a dit, c'est que sur tous les modules de formation, il y en a 5 qui ont été donnés. Les infirmières qui ont été formées sur l'engagement patient, c'est le module qui se souviennent le plus, où ils étaient capables de dire « Mon objectif SMART, c'était telle chose, puis je suis en train de le réaliser. J'envisage je veux. » Ça a encouragé les gens à garder leur bonne pratique, mais à mettre une petite lumière, un petit plus qui est sur l'engagement patient. Puis je pense que le formateur en milieu clinique, il y a un rôle différent du formateur en enseignement parce qu'en milieu clinique, c'est du ici maintenant. On travaille avec des gens qui vont retourner après leur heure de dîner voir des patients. Fait qu'il faut que ce soit des solutions concrètes, faciles à appliquer, puis que ça soit dit par un patient plutôt qu'un formateur professionnel. Ça a un impact différent aussi. Fait que je vous remercie. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est en même temps beaucoup de trucs en temps réel. Comme tu donnes la formation, on retourne et immédiatement, je mets en place aussi qu'est-ce qu'on vient de discuter. Puis je pense que de vivre les choses rapidement après, ça aussi, c'est quand même un des facteurs qui favorise à l'apprentissage. Puis c'est quelque chose qui est quand même continuel dans la spirale aussi de l'apprentissage tout au long de la vie, là, que les professionnels de la santé font beaucoup. Il y a une infirmière qui disait, entre autres, elle dit « Ça me conforte dans le fait que j'étais partie dans le bon sens. » Mais elle dit « Ça m'encourage à en faire plus. » Puis elle dit « Ça m'a fait faire aussi une auto-réflexion sur ma pratique. » Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'elle dit « Je le sais que je suis bonne, mais ça m'encourage à être meilleure. » Oui,
Mais ça rejoint aussi beaucoup justement la pratique réflexive. C'est très intéressant parce qu'en même temps, on réfléchit à quelque chose, je le mets là, puis ça met la lumière. Tu sais, tu disais tout à l'heure de mettre la lumière sur quelque chose aussi. Mais je pense que c'est super intéressant. Puis la mise en application qui est immédiate, ça aussi, ça aide à consolider les acquis qui ont été faits en formation, là. Merci beaucoup du partage. Shane? Oui, je ne suis pas habitué au micro, fait que pardonnez-moi si c'est un petit peu tout croche, mais de mon côté, je dirais, comme patient partenaire, au début, je ne connaissais rien à la recherche, pas de secondaire terminé, pas de collège terminé, pas d'université terminée. Toujours le vouloir de changer les choses, mais pas vraiment savoir quel pouvoir que j'avais là-dedans ou très peu. Puis ils ne disent pas aux nouvelles là, comment changer les choses ou comment améliorer le système apprenant ou que tu puisses avoir un impact comme personne avec des problématiques, je dirais, de santé globale assez larges. Là, je nierai pas le fait que beaucoup de personnes, on met nos problèmes sur la table, on met notre cœur sur la table, puis on est vraiment les personnes on peut comme lier les personnes avec les problématiques avec le monde de recherche. Puis je dirais, moi, j'avais tombé dans la rue à 15 ans, j'étais sans domicile fixe, j'ai consommé, j'ai eu des problèmes de santé mentale. Fait que tout le système, que ce soit communautaire ou de santé pour tous, je les ai toutes expérimentés, je l'ai vécu. Et un programme m'a vraiment accroché, puis c'était Tapage, qui était un travail alternatif payé à la journée. Puis ce programme-là a vraiment centralisé leur approche alentour de la personne et non la personne vers les approches. Donc, c'était déjà, je dirais, quasiment un début de vrai partenariat avec le système, parce qu'avant, comme ça a commencé à changer avec le partenariat là, qui est très nouveau avec les belles personnes ici, c'est pas vraiment de regarder quelqu'un, mais vraiment de s'asseoir autour de la table avec ces personnes-là, puis de réfléchir ensemble. Donc, on m'a donné l'opportunité de travailler avec des belles personnes comme Karine Bertrand pour le projet GID COVID, pour le programme GID Tradis, aussi recherche tapage sur les personnes avec tous les problèmes que j'ai mentionnés. Et très rapidement, j'ai rentré dans l'équipe à part entière et j'ai fait tout là, d'une personne universitaire là, à créer des outils de réflexion, des questionnaires, aller sur le terrain, rencontrer les organismes, recruter les jeunes qui faisaient partie de jeunes, en tout cas, jeunes adultes et adultes avec ces problématiques-là. Et tu vois que quand tu viens du domaine académique, c'est bien beau vouloir changer les choses, mais si tu ne sais pas comment vraiment approcher les personnes qui vivent ces problématiques-là, ils ne vont peut-être pas vouloir participer à ces questionnaires-là ou ces recherches. Fait que j'étais vraiment sur le terrain et dans des bureaux mélangés. Je faisais aussi la vulgarisation, être sûr que les personnes sur le terrain comprenaient les questions. Collaboration de créer les questionnaires, aussi analyse des données, diffusion des résultats. En tout cas, désolé, je regarde ma feuille, peut-être quelques affaires. Moi, ce que je trouve intéressant, si je peux juste rajouter, c'est que quand on parle du système de santé apprenant, mais là, je vois dans ton truc à toi, tu as beaucoup appris aussi avec justement les chercheurs, puis tu leur as... Puis c'est vraiment une fausseté que c'est dur pour ces personnes-là, sans université, sans collège, qu'ils vont avoir de la misère à s'intégrer rapidement ou facilement. Ouais. C'est un apprentissage qui est mutuel. C'est ça, puis ça enlève le tabou de que tu es obligé d'avoir un diplôme pour être capable de faire telle tâche. Puis je dirais même transversalement, eux autres, ils ont appris de moi. Je faisais des formations de personnes qui venaient du collège, de l'université, de savoir comment faire ces choses-là, puis j'en ai pas de background là-dedans. Fait que ça a été vraiment un apprentissage des deux côtés. J'ai appris de eux, ils ont appris de moi. Oui, absolument. C'est vraiment ça que je voulais démontrer aussi là-dedans. Puis, l'apport de chacune des expertises, la tienne aussi qui a permis probablement des rapprochements qu'eux n'auraient pas pu faire. Parce que toi, tu savais comment faire, tu l'avais vécu et donc je pense que ça rapprochait beaucoup des gens qui sont des fois peut-être un peu éloignés d'une réalité qui
qui est quand même assez sensible, si on peut dire, mais en même temps, toi, ton apprentissage a fait que tu leur as appris aussi comment faire ça. Puis, tu sais, je veux pas... Souvent, quand moi, j'ai souvent l'impression, j'en discutais avec Myriam ce midi, que des fois, quand on veut faire de l'inclusion, c'est comme s'il faut exclure quelque chose, mais pour moi, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai l'impression qu'il faut justement voir comment on peut inclure tout ça pour en arriver à avoir des projets desquels tout le monde apprend, autant nous comme patients, autant les chercheurs, les cliniciens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très nourrissant. Et tu vois aujourd'hui que beaucoup plus de monde le font parce qu'ils disent « Hey, c'est tellement enrichissant, pourquoi on n'a pas fait ça avant? » Fait que c'est comme, c'est en train d'accélérer, puis les gens disent, pour les petits problèmes que ça cause au niveau technique, ça rapporte tellement une plus-value. Je vous donne un exemple juste sur les questionnaires. Les chercheurs vont poser des questions d'une certaine manière, mais ils ne vont pas nécessairement savoir comment cibler les questions pour aller chercher les besoins des personnes sur le terrain qui utilisent les services. Et si on n'est pas là, comment vous faites ça? Ouais. Puis ça prend l'expertise quand même du chercheur dans la méthodologie pour bien extraire les données, mais en même temps, il faut que ces données-là, on soit capable d'aller les chercher aussi. Là. Donc, je trouve ça super intéressant. Ça illustre vraiment très bien, je pense, cette complémentarité-là, en effet. Myriam. Ce que j'aime bien dans les descriptions, c'est qu'on a beau essayer. Le système crée des silos, puis en fait, les patients partenaires traversent tout, puis il n'y a pas vraiment de silos quand on est patient partenaire. Donc, je pense que c'est ça la vraie force, c'est il y a des sortes de séparation professionnelle entre les milieux qui sont nécessaires pour développer des expertises, puis développer des savoirs. Et finalement, après, il y a comme un fil, en fait, un tissu qui est beaucoup plus large que le patient amène de l'extérieur du système vers l'intérieur, trans-système. C'est ça qui est vraiment intéressant et très riche. Puis j'ai beaucoup aimé, Clara, ce que tu avais dit par rapport à l'apprentissage en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir des rétroactions très, très rapides, puis de ramener des choses sur le terrain, de faire émerger comme on dit en anglais, des insights qui sont vraiment importantes, puis qui permettent justement un apprentissage en continu. Merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce qu'on a une période de questions? C'est ça, on a quand même on n'est pas pire, on est bon. On a une dizaine de minutes pour parler. Wow. On s'ouvre là. C'était pas un commentaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est en postprandial, on dirait. Et c'est sûr que on je vais laisser Antoine amener le micro, mais peut-être en attendant qu'on s'y rende, c'est sûr que en fait, ces visions-là, ça permet justement, nous aussi, de ramener en fait un modèle c'est-à-dire le SSA en tant que modèle avec le partenariat en tant que changement de paradigme vers quelque chose de très terrain, très concret qui redescend sur, concrètement, ça donne quoi? Donc, c'est l'apport aussi du panel. La volonté, c'était de redescendre sur quelque chose de concret, comme on disait tout à l'heure, le méso, là, pour voir pratico-pratique, il se passe quoi quand on fait du partenariat? Oui, ma question, merci beaucoup pour vos partages, c'est vraiment intéressant. Ma question, ça s'adresse à tous et c'est pour savoir, dans votre expérience de citoyen partenaire ou patient partenaire là, dans les projets de recherche, c'est quoi les actions et les façons de faire que les chercheurs et l'équipe ont adoptées que vous avez trouvé le plus facilitant à votre participation? Je ne sais pas si c'est clair. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... je peux donner une petite... Marie-Dominique. Dès le début, transparence et inclusion. Pas de faux inclusion, ça va apparaître tout de suite sur le début. Puis je dirais même, probablement, j'ai déjà travaillé avec certaines personnes qu'au début, ils étaient probablement plus niveau recherche, comme « Oh mon Dieu, j'ai inclus des patients, j'avais pas le choix ». Puis finalement, tu vois que tout au long du partenariat, il y a une ouverture qui se crée. Puis tu peux le voir pas mal dans beaucoup de choses. Tu en as qui sont déjà, je pense, au niveau de leur noyau d'individus comme ça. Mais la beauté, c'est de ceux-là qui ne sont pas comme ça, commencent à réaliser une transformation que c'est ça. Moi, je vois deux choses qui sont vraiment essentielles. Le numéro 1, c'est trouver comment communiquer.
Ça a l'air bête à dire, mais il y a des gens qui n'ont pas de courriel, il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, il y a des gens qui n'ont pas accès à Teams. Maintenant, c'est un peu moins, mais il faut vraiment s'assurer que tous les patients qui sont impliqués soient capables de communiquer, qu'il y ait un langage commun, que ce soit, il y en a qui ont fait des communautés sur Facebook, sur n'importe quoi. Il faut trouver un moyen que les patients soient toujours inclus dans toute la boucle, pas juste quand ça les concerne, parce que sans ça, il y a des trous dans la compréhension, puis ça ralentit le processus. C'est de se dire aussi que c'est toujours un petit peu plus long de travailler avec des patients. On aime bien ça, le small talk. Des fois, ça ralentit, mais finalement, on est efficace. Oui, OK. Mais la confiance mutuelle aussi, hein, le fait de se dire qu'on travaille dans un but commun avec un objectif commun, qu'il y a des formes, des répercussions différentes parce que ma maladie chronique, mon trouble de santé mentale, moi, je repars avec, même quand je ferme mon ordinateur portable le soir, il est dans ma vie, là, mais quand je m'assois dans une réunion d'équipe, ben, c'est avec cet objectif de recherche commun qui nous motive, qui nous porte tout le monde dans l'équipe. Fait que je pense que ça, c'est un ingrédient clé, un ingrédient gagnant. Moi, je retourne sur le point de la formation. En fait, je pense que la formation est la base de tout. Il faut former les équipes de recherche sur les concepts de base du partenariat. En même temps, pendant cette formation-là, donc, ils reçoivent l'information sur comment travailler avec un patient partenaire, un citoyen partenaire. C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi les responsabilités, les rôles de chacun des parties prenantes? Donc, tout ça. Puis, après la formation aussi, il y a une nécessité de faire un accompagnement aussi. Donc, on ne peut pas laisser les équipes comme ça s'envoler toutes seules avec une seule formation. On reste en contact avec eux, puis on leur offre l'accompagnement nécessaire, le soutien nécessaire pour arriver vraiment à leur but ultime qui est d'intégrer plus le patient ou le citoyen partenaire dans leur équipe, puis qu'ils adoptent les bonnes pratiques qui favorisent leur travail. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Nous, on reste comme les personnes de référence, moi et Marie-Pierre Gagnon, qui est la professeure chercheuse avec qui je travaille sur l'antenne. Donc, on reste en contact avec les équipes qu'on forme, puis on les accompagne dans leur processus. Puis, c'est ça, en fait, il y a des retombées très, très positives dans cette façon de faire. En fait, c'est vraiment des témoignages vivants qu'on a eu vraiment des équipes qui n'ont jamais travaillé avec des patients, des citoyens partenaires, notamment dans le domaine de la nutrition. C'est un peu bizarre de travailler avec un patient sur, disons, un projet ou une intervention nutritionnelle. C'est un petit peu bizarre pour eux. Donc, pour amener cette approche, cette nouvelle approche, en fait, il fallait qu'on leur offre un accompagnement par la suite à la formation. Je pense qu'on avait une autre question. Ben, Oui. Ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. Moi, je fais du patient partenariat depuis 2006. Et puis, je pense que si vous voulez avoir un bon projet de recherche, surtout avec les chercheurs, ça va prendre une chimie. Ça, cette chimie-là, c'est avoir du présentiel avec toute l'équipe de recherche. Si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas, votre projet. Moi, je vous le dis, parce que vous ne mettrez pas le patient au cœur de la recherche. Fait que, automatiquement, si tu le vois une fois de temps en temps, ben, tu ne connaîtras même pas ton patient partenaire. Puis moi, je dis qu'il faut qu'on se connaisse pour bien travailler ensemble. C'est la recette. Je voudrais rebondir sur ce que monsieur a dit. Absolument. C'est sûr, une recherche avec un patient partenaire, ce n'est pas juste 2 rencontres sur 3 ans. Une recherche, ça peut être 6 mois comme ça peut être plusieurs années. C'est sûr qu'il faut avoir, dans mon cas, les meilleurs partenariats. C'était toujours celle-là où on rencontrait toute l'équipe et le chercheur même, pas juste l'équipe de recherche qui l'entoure. Puis vraiment avoir plusieurs moments où on peut parler, oui, de la job, mais qu'on peut aussi parler d'autres choses. Donc, le plus de moments qu'on a avec ces personnes-là, le plus qu'il y a un lien qui se crée, une humanité, une transparence, et je dirais même que
Dans le monde académique, tu n'auras pas quelqu'un qui va dire « Ah ben oui, mais moi aussi, tu sais, j'ai eu des problèmes, j'ai fumé un joint, ou etc. » Mais tu vois, avec le temps, ça devient moins tabou. Puis je pense que c'est ça, les barrières aujourd'hui, là, tout le monde a des problèmes, mais personne ne veut en parler. Fait en faisant du patient partenaire, on commence à rendre ça moins tabou, puis on commence à réaliser que tout le monde a des problèmes psychologiques, tout le monde a des problèmes de dépendance, tout le monde a des problèmes de XX. Fait que, ouais. Hop, il y a une autre. Je pense qu'on a une dernière question, peut-être. Le mot de la fin. Bonjour, merci beaucoup pour ce magnifique panel et justement assez large et représentatif. Et donc, je me demandais quels pourraient être des conseils pour réussir justement à intégrer, d'avoir une inclusion la plus large possible. Je pense notamment ici au Québec par rapport aux populations autochtones, mais nous aussi en France par rapport à des populations qui peuvent être difficilement accessibles. Donc, comment vous avez pu faire dans certains projets et quels pourraient être les conseils pour l'avenir pour réussir à augmenter encore plus cette inclusion? Je peux commencer. En fait, nous, à l'unité de soutien, on a une expertise en santé autochtone. Donc, il y a une chercheuse qui est responsable de cette expertise-là, Marie-Claude Tremblay. En fait, elle a beaucoup de contacts avec les Autochtones. Donc, moi, si je veux atteindre cette population-là, ces communautés-là, je passe par elle parce qu'elle a son réseau et tout. Mais c'est vrai que en fait, l'accès à ces populations-là, c'est quand même assez difficile parce qu'il faut quand même d'abord créer un lien de confiance avec eux. Donc, pour ce faire, il faut cibler la bonne personne. Il y a comme des démarches à faire vraiment pour... mais c'est ça, moi, j'ai réussi à avoir de très bons contacts avec eux. Vraiment, ça se passe super bien. On a quelques-uns dans notre communauté du Ruissuel. Puis, j'ai des contacts aussi avec eux. Donc, ça se fait quand même bien. Donc, c'est vraiment le premier lien de confiance sur lequel il faut miser parce que ça... Historiquement, il y avait des histoires d'horreur et tout, donc il faut vraiment travailler sur ce lien de confiance. Moi, ça me facilite. En fait, mes origines autochtones du Maroc, ça me facilite aussi le contact avec. Moi, je suis berbère d'origine, donc je le dis fièrement, je suis vraiment une autochtone de mon pays. Donc, ce qui fait que quand je leur dis que je suis autochtone, ils disent « Oh !» Ça paraît pas, mais en fait, donc c'est ça. C'est vraiment le lien de confiance il faut trouver la bonne technique ou la bonne façon de les approcher. Mais ce sont des gens vraiment super sympas qui sont ouverts à travailler, puis ils veulent travailler vraiment, avoir des projets de recherche, mener des projets de recherche qui intéressent beaucoup leur population. Donc, parce qu'ils ont des enjeux de santé vraiment immenses. S'il y a des chercheurs ici dans la salle qui sont intéressés à la santé autochtone, vraiment, ils seront ravis de travailler avec vous. Puis moi, je pourrais comme faciliter un petit peu, avec les personnes que je connais, je peux faciliter les liens avec ces populations-là. Puis on travaillera avec Marie-Claude Tremblay si elle est disponible aussi. Donc, merci. Je me sens poussée un peu. Je sais pas pourquoi. J'ai comme un feeling. Je sais pas pourquoi. Juste vite, je vais dire créer des postes et non juste des moments de rémunération. Il n'y a pas de poste et il n'y a pas de titre pour ça. Ouais. Moi, ma chercheure, elle a réussi très rapidement à m'avoir un poste comme expert, mais ça ne s'appelle pas expert, c'était soutien soutien de bureau, OK? Ouais. Puis c'est pas du tout qu'est-ce que je fais. Fait que juste terminer vite, des postes au sein de toutes les pratiques, les universités, les compagnies, les communautés pour les experts, payés pour les experts. Merci. Qu'il y a une reconnaissance. Je pense que nos petites affaires, c'est vraiment l'humilité puis l'authenticité, je pense. Puis la transparence de dire c'est quoi que je viens pas faire une étude sur vous, je viens faire une étude avec vous, je veux apprendre de vous. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est une des conditions gagnantes. On n'arrête plus. Hein? Le dernier. Je dis peut-être, il faut aussi qu'on reconnaisse en toute humilité qu'on a aussi un travail à faire pour adapter nos approches à différents milieux. Je donne un exemple, par exemple, du contexte des migrants à statut précaire. On a été approché, par exemple, par des groupes qui travaillent des migrants. On sait que nos outils, justement, de partenariat, en fait, vont être limités. Il va falloir revisiter certaines approches ou certaines stratégies qu'on a pour pouvoir s'adapter à différents milieux. Donc,
de cette perspective-là aussi. Il faut y aller par petits pas, puis avec une ouverture pour adapter ce qu'on fait à des milieux différents. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment de votre implication. Merci infiniment de vos témoignages. Merci beaucoup à vous aussi. Grand merci, en effet. Puis à l'égard de la question qui a été posée à la fin sur l'engagement autochtone, je me permets aussi de souligner 2 initiatives qui sont soutenues par l'Unité. L'une qui est un cercle autochtone que l'Unité soutient avec enthousiasme pour faciliter ce dialogue avec les populations autochtones, donc piloté par des gens qui ont été nommés, Marie-Claude, entre autres, et Alex McCumber, qui sont des acteurs clés de ce cercle autochtone, et aussi la communauté Engage qui fait écho à ce qui a été évoqué, un beau projet qui est issu de l'Unité, notamment phase 1. Alors, peut-être juste pour raisonner sur ce qui a été évoqué à la fin. Alors, grand merci pour ce partage d'expérience-là.